Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'accueillir Julien Lecomte qui va nous entretenir de son nouveau livre, enfin de son livre à paraître, je dirais plutôt, et qui porte un titre aussi attractif et intéressant que Nuance. Et donc, sans nuance, je pense déjà sans avoir lu le livre que c'est un bouquin très intéressant. Et je vous propose de découvrir un petit peu comment cet ouvrage est né. Et la première question que je vais te demander, Julien, c'est qui es-tu pour avoir osé cet ouvrage? D'abord, bonjour et merci Christian de m'inviter sur ta chaîne et bonjour à toutes et tous. Je suis très honoré de m'entretenir avec vous. Alors, justement, c'est une question, qui suis-je pour écrire un livre sur la nuance? C'est un ouvrage, enfin, c'est une question que je pose dès les premières lignes et que je me suis posée durant toute la rédaction parce que je pense que c'est un thème qui nécessite une forte réflexivité, une forte remise en question. Après, j'y réponds de manière un peu détournée en disant que je ne me prétends pas être un détenteur de la nuance. Je crois que c'est quelque chose qui s'exerce, qui se pratique et qui s'entretient. Et donc, par rapport à tel ou tel débat, je peux faire preuve de nuance et par rapport à d'autres débats ou dans d'autres circonstances, je peux ne pas l'être du tout. Je peux pas ne pas être du tout nuancé. Et donc, en fait, j'avais envie de démystifier cette notion de nuance. Et alors, qui je suis, plus pour répondre quand même à la question de manière concrète. Donc, moi, je suis passionné de philosophie. Donc, j'ai étudié à l'université de Louvain la communication en prenant énormément d'options en philo. Et puis maintenant, je travaille à l'université de paix où l'objet social, c'est de réfléchir au conflit, à la communication, aux relations interpersonnelles. Donc ça, c'est un axe. C'est mon amour de la philo. Ça fait un peu pléonasmique dit comme ça, puisque philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Euh, et donc, la philosophie, le dialogue, et en même temps, mon intérêt pour les médias. Mon premier livre concerne l'influence et la fiabilité des médias. Et ces derniers temps, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que tant sur les réseaux sociaux que dans l'espace public, c'est-à-dire sur les médias dits traditionnels, la presse, sur les chaînes de télévision en continu, par exemple, eh bien, j'assiste à des débats qui sont très polarisés, très radicaux dans les postures exprimées. Et donc, j'avais l'élan, la passion aussi d'écrire quelque chose qui pourrait peut-être contribuer à rendre les débats plus constructifs. Voilà. Vaste programme et certainement tout à fait dans l'air du temps. Alors, je pense que c'est peut-être le bon moment maintenant, justement, pour introduire un petit peu comment tu as structuré ce travail. Et après, on passera à une question-réponse pour un peu explorer un peu plus avant tout ce que tu auras dit et tout ce que tu n'auras pas dit. D'accord, merci. Alors, en fait, très concrètement, le livre, il se subdivise en trois parties. La première partie concerne les enjeux, les besoins de la nuance. Justement, je repars de certains constats, peut-être de polarisation dans l'espace public, de morcellement peut-être aussi de la société. Parfois, j'ai l'impression qu'on est dans une société de plus en plus divisée, avec du coup même qui s'exprime. Quelque chose qui me chagrine, par exemple, c'est de voir que finalement, entre citoyennes et citoyens, entre personnes qui sont dans le même bateau, on n'arrive pas ou plus à s'entendre. Ça, c'est quelque chose qui m'attriste quand même pas mal, qui me touche beaucoup. Euh, la deuxième partie, donc après cette partie sur les enjeux, les besoins de la nuance, il y a une deuxième partie sur comment être nuancé. Parce que dans plusieurs ouvrages d'ailleurs que j'ai lus au sujet de la nuance, il y a beaucoup de gens qui s'accordent pour dire que c'est important, qu'il y a des enjeux à être nuancés. Et en même temps, moi, j'avais envie d'aller dans le concret. OK, mais comment on fait? Et pour ce faire, moi, j'identifie trois verbes qui sont comprendre, discerner et dialoguer.
voilà, on aura peut-être l'occasion d'en dire un petit peu plus. Et puis, la dernière partie, bah, c'est sur les limites de la nuance. C'est sur la pertinence d'être nuancé. Et bah, comme je l'ai dit, dès les premières lignes, il s'agissait d'être nuancé aussi à propos de la nuance, de faire preuve de discernement à propos de la nuance, et donc de se dire que peut-être c'est pas toujours pertinent et que peut-être dans certains cas, bah, un affrontement plus musclé, il y a vraiment une tension, par exemple, entre la question de une violence qui serait légitime et la nuance, le dialogue constructif, bah tiens, comment peut-être réconcilier ces deux perspectives, comment les mettre en balance. Et donc, j'interroge bah, de la manière la plus approfondie que possible cette tension entre bah, violence et nuance peut-être, et la pertinence des deux. C'est effectivement, est-ce que tu n'as pas vraiment encore défini nuance, mais on va y venir. Non. Mais est-ce que tu vois la nuance, la condition d'existence de la nuance serait-elle uniquement animée par la notion de polémique ou de combat? Est-ce que ça a du sens de parler de la nuance, pour le demander autrement, quand il y a un agrément et qu'on est tous d'accord? J'imagine que là, la question ne se pose pas quelque part. Hmm. Alors là, comme ça, c'est difficile pour moi de me positionner puisque j'arrive pas à relier la question à des situations concrètes. Ce qui m'interpelle dans la question, c'est de me dire, bah tiens, je crois qu'il y a des cas où nous pouvons nous retrouver entre personnes qui sont d'accord entre elles, et en même temps, ben, peut-être que nous sommes aussi enfermés dans des bulles, ce qu'on appelle les bulles de filtre, les chambres d'écho. Donc, que nous sommes confrontés plus volontiers aux avis qui nous confortent dans nos idées préalables. Et donc, où le conflit, nous n'y sommes pas confrontés et pourtant il pourrait être là, le désaccord, il pourrait se manifester et peut-être qu'on pourrait quand même aller plus loin dans nos idées. Maintenant, c'est clair que je pense aussi que cette question de nuance, c'est une question d'harmonie et de cohésion sociale. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que lorsque il y a aucune nuisance qui est commise envers qui que ce soit, ben, il n'y a peut-être pas de raison de pousser le questionnement et de chercher la petite bête à tout prix et de chercher à discerner à tout prix et peut-être limite à mettre du conflit là où il n'y en a pas besoin. Oui. Donc, Par contre, si on revient sur cette notion de bulle, de filtre, qui est manifestement quelque chose qui est prégnant et très, très présent dans les échanges et dans la communication en général, est-ce que tu ne penses pas justement au sein d'une bulle, l'absence de nuance peut arriver à une escalade dans l'amplification de la croyance dominante dans cette bulle et arriver à véritablement créer des points de vue particulièrement aigus qui vont bien sûr éclater dès qu'on va rencontrer l'autre bulle, je veux dire, quelque part. oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est même pas moi qui le dis. Donc il y a cette notion de bulle de filtre qui a été popularisée par Elie Pariser. Et en même temps, déjà dans les années 60, il y avait Serge Moscovici qui constatait que lorsqu'on faisait discuter des gens dans des sphères dans lesquelles ils sont d'accord entre eux, ils avaient tendance à radicaliser leurs opinions, à se polariser davantage. Et donc, effectivement, pour moi, c'est un enjeu fondamental. Et donc, quand je dis que la nuance est affaire de dialogue, qui dit dialogue dit aussi rencontre. Donc, rencontre de points de vue qui ne sont pas les miens et dont peut-être parfois je n'ai pas connaissance. C'est vraiment une démarche, c'est un effort, je pense, dans certains cas. Je pense effectivement. Si maintenant on regarde cette nuance dans un cadre de polémique ou d'affrontement de points de vue ou des choses pareilles, je dirais effectivement, on est comme une société en accélération permanente. C'est pas Hartmut Rosa qui va me contredire et qui fait qu'en fin de compte, on a moins de temps pour s'exprimer et donc pas d'espace pour la nuance. Oui. Et donc là, ce que tu dis là, Christian, c'est vraiment
c'est aussi un point d'ancrage de mon ouvrage, c'est-à-dire que la nuance, c'est une affaire personnelle, c'est-à-dire que je peux, moi, mettre en place des choses pour être plus nuancé dans mes interactions, mais c'est aussi quelque chose qui est plus de l'ordre systémique, qui est plus de l'ordre structurel, c'est-à-dire que dans les débats publics, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même dans les formats télévisuels, bah, justement, il est question d'un format. Il s'agit de donner une opinion en 30 secondes. Et c'est ce qui génère d'ailleurs des phénomènes qu'on appelle la langue de bois, c'est-à-dire un politicien ou une politicienne qui s'exprime, le journaliste ou la journaliste lui tend le micro, eh bien, peu importe la question du journaliste, il sait qu'il va devoir placer quelques éléments de langage, quelques mots-clés. Il va répéter 36 fois la même phrase pour que ce soit cette phrase-là qui passe et pas autre chose. Donc, la tendance est plus volontiers à s'exprimer avec des slogans, avec des idées simplifiées et du coup parfois simplistes, plutôt que, voilà, parce que il n'y a pas le temps, il y a le format qui est là, il faut s'exprimer vite, on est en compétition pour l'attention des téléspectateurs, des auditeurs, des auditrices, des téléspectatrices. Et donc, ça, pour moi, effectivement, c'est pas nécessairement propice à la nuance. Et j'aime bien faire l'analogie avec les fast-foods, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont peut-être un peu défaitistes, qui disent oui, mais en même temps, les publics, ils en redemandent. Tout comme les publics redemandent, enfin, je veux dire, si ça ne faisait plus de bénéfices, les fast-foods, on n'en verrait plus. Donc, ça fait des bénéfices monstrueux. C'est produire de la nourriture ou de l'information à moindre coût. Et puis, bah, puisque on s'arrange pour que ce soit bien sucré, bien salé, bien sensationnaliste, bah, les gens redemandent. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi de plus en plus une demande pour ralentir, pour se poser, pour analyser. Tout comme il y a une demande pour du slow food, pour de la nourriture saine, de la nourriture locale, de la nourriture de qualité, produite sans pesticides. Donc voilà, c'est peut-être pas la tendance générale, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui déplorent qu'on soit dans une société qui accélère au point de nous vendre des choses qui sont pas nécessairement bonnes, en tout cas à trop forte dose pour notre hygiène de vie. Ouais. Maintenant, la notion de facilité vient bien sûr. Il y a fast, rapidité, mais il y a fast dans le sens de la facilité. C'est tellement facile, il suffit de tendre le bras. De la même façon, quand on voit que le marché de l'attention du public est vraiment la ressource qu'on essaie de s'approprier à tout prix, tout à fait. C'est sûr qu'une bonne polémique, une bonne phrase tranchée va faire plus le buzz qu'une phrase dans la nuance. Oui. Oui, et c'est déplorable et c'est une des raisons pour lesquelles, alors, je ne sais même plus si je le dis tel quel dans le livre, mais en tout cas, j'invite à faire preuve d'économie lorsqu'il s'agit de économie de soi, économiser son énergie, économiser ses ressources lorsqu'il s'agit de rentrer dans le débat. Et je pense que autant, tu l'as évoqué, il y a une question d'économie de l'attention. Donc, de plus, l'attention étant une ressource rare, eh bien, il y a vraiment des principes économiques, donc de la science, de l'économie, qui invite à considérer ça comme une ressource et donc à voir comment on peut capter l'attention, la retenir, etc. Mais je pense qu'il y a aussi lieu de développer des principes d'économie du débat et que, eh bien, il faut prendre la mesure des ressources que nous avons à débattre, voilà, des adjuvants et des opposants que nous aurons face à nous lorsque nous nous engageons dans un débat, et puis, voilà, de nos limites aussi, des contraintes dans lesquelles nous le faisons. Donc, je vais prendre un exemple pour rendre ça concret. Un des principes que j'aime bien développer, c'est celui d'asymétrie des idioties. C'est-à-dire que c'est très facile pour une personne d'affirmer quelque chose sans preuve. Donc moi, je pourrais dire, voilà, Christian, je te demande de me croire sur parole. Chez moi, il neige en ce moment.
Le problème, c'est que toi, ne voyant pas ce qu'il y a à ma fenêtre, tu n'es pas dans le même lieu que moi, eh ben, si tu veux vérifier mon information et éventuellement prouver le contraire parce que tu as la croyance que, en fait, il ne neige pas chez moi, eh bien, ça va te demander des ressources. Moi, ça m'a demandé quelques secondes de l'affirmer, de l'inventer, et toi, ça va te demander des ressources. Et donc, une des questions que je pose par rapport à ça, sachant donc finalement ce que tu viens de déposer, c'est-à-dire que ben, c'est facile de déposer un slogan, de lancer une phrase clash, une polémique, etc. Eh bien, parfois, c'est vraiment de savoir, faut-il donner plus d'importance à cela? Faut-il y répondre? Sachant que, ben, en fait, tout ce que je vais peut-être faire, c'est y donner de la place, y donner de l'importance. On a ça, en gros, avec, et je ne vais même pas les citer, puisque je pense que nos auditeurs et auditrices auront une petite idée des polémistes à qui je fais allusion, mais il y a des polémistes actuellement qui lancent des tas de bêtises, et même quand un média ou une personnalité n'est pas d'accord avec lui, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la peine de lui répondre et on lui donne encore plus de visibilité. Je pense que ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Sachant justement que cette personne prend ou ces personnes prennent de la place dans l'espace public, là, ce qu'on est en train de faire, c'est donner encore plus de place dans l'espace public. Est-ce que là, finalement, il n'y aurait pas des principes d'économie et de réorienter le débat vers autre chose? C'est le fameux principe où on dit il vaut mieux qu'on parle de moi en bien ou en mal, mais du moment qu'on parle de moi, c'est bien. C'est ça, c'est vraiment le principe du buzz, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Il y avait un éditorialiste qui avait dit ça, c'est Christophe Barbier, je pense, en Ouais. France. On va venir à la question de, je dirais, du conflit ou du débat, puisque débat, c'est quand même se débattre, c'est se battre par rapport à dialogue. Mais avant ça, je voudrais revenir plutôt à un niveau plus individuel, c'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce que m'apporte ou m'apporterait le fait de disposer ou de faire preuve de nuance par rapport à mon propre mécanisme, processus de réflexion intérieure. Et je pense à ça par rapport à, je pense que je l'avais évoqué dans la préparation, ce concept d'humilité intellectuelle que j'avais un peu découvert il y a quelques jours et qui me semble aller très fort de pair avec ça, c'est-à-dire en fait accepter que je n'ai pas la vérité absolue, accepter qu'elle puisse être nuancée, accepter que peut-être l'information dont je dispose n'est pas complète et que mes conclusions forcément seront un petit peu bancales. Ça, c'est la première chose. En comparant, OK, c'est bien, je travaille sur moi, j'essaie de m'améliorer, je mets une humilité intellectuelle, je progresse dans ma réflexion, je produis une réflexion nourrie, etc. Et puis, comment avec ça, je vais agir ou ne pas agir dans le monde? C'est un rôle d'activiste, pouvoir éventuellement dénoncer, ou je crois que tu le citais quelque part, combattre ou se défendre, ou défendre tout simplement. C'est-à-dire, je dirais, il y a le petit plaisir intellectuel isolé et individuel de dire, OK, je fais preuve de nuance, je vois que je réfléchis aux choses. Et puis, quand est-ce que je vais passer à l'acte si c'est nécessaire? Oui. Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que tu évoques. Je vais essayer de structurer ça. Donc, de structurer ma réponse, en tout cas. Quelque part, alors tu évoques le plaisir, c'est une des pistes de réponse et c'est vrai que ben, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, en tout cas, et donc j'éprouve effectivement un certain plaisir à me faire le porte-parole quelque part d'une posture plus nuancée, même s'il y a plein de personnes qui sont nuancées ou qui font preuve de nuance, en tout cas au quotidien. Donc c'est vrai que ben voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et en même temps, c'est aussi, ce que je dis, c'est aussi une ascèse, c'est aussi un effort. Il y a quelque part, j'aime à me dire que la nuance n'est pas un luxe, ou en tout cas, elle n'est pas que ça. C'est effectivement peut-être plus facile d'être nuancé lorsque j'ai pas un flingue sur la tempe, lorsque je ne suis pas dans une posture où je dois justement mettre en place des actions radicales pour me sortir de ma situation. Et en même temps, ça nécessite une remise en question et c'est pas toujours confortable, loin de là. Donc ça, c'est une chose. Alors maintenant,
c'est vrai que moi, j'aborde la question de la nuance d'un point de vue qui se veut au service de la collectivité ou en tout cas au service de la construction de quelque chose. Pour moi, la nuance, c'est quelque chose qui est au service de l'action. Parce que moi, j'aime beaucoup remettre des choses en question, philosopher à propos de tout et rien, et puis même aller jusqu'à interroger les forces et les limites d'une forme de relativisme qui soit radicale. Euh, Intellectuellement, c'est vrai que ça me procure du plaisir. Et en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est, oui, dans l'interaction avec autrui, et là, je pense que c'est aussi, je vais le développer, la question de la rencontre, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'enrichit et qui, je pense, peut nous enrichir. Voilà. Et puis, dans l'action dans le monde. Donc, voilà. Alors, juste quelque chose, c'est vrai que mon livre s'appelle Nuance, point d'exclamation. Et je suis très vigilant par rapport à l'injonction à la nuance, c'est-à-dire au fait de dire sois nuancé, toi, au fait d'imposer à autrui d'être nuancé, qui peut être une posture justement qui manque complètement de nuance. C'est vrai que la nuance, c'est quelque chose que j'ai envie d'inviter et en même temps en commençant par soi-même. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé de commencer par moi-même dans ce livre. Donc voilà. Alors, pour répondre encore plus à la question, j'ai envie de dire en quoi les trois verbes de la nuance peuvent rendre service, finalement. Comprendre, se rencontrer et discerner. Donc, en fait, la compréhension, c'est une compréhension qui n'est pas seulement une compréhension que je vais dire basique, qui n'est pas seulement une compréhension de l'ordre factuel, mais qui est aussi une compréhension émotionnelle, qui est une compréhension de ce que l'autre vit et de ce que l'autre dit au-delà de ce qu'il dit. C'est-à-dire de pouvoir, lorsque quelqu'un défend une thèse par rapport à laquelle je suis en profond désaccord, mettons même des propos qui soient complètement caricaturaux et donc faux, et donc j'ai des éléments factuels qui me montrent que c'est faux. Mettons une phrase comme les chômeurs sont tous des fainéants. Voilà, une phrase comme celle-là, mon premier élan serait de la réfuter d'un point de vue factuel. Et en même temps, en fait, il s'agit de s'interroger, je trouve, sur, tiens, qu'est-ce que la personne me dit quand elle me dit ça? De quel vécu elle me témoigne? Et donc, au-delà de ce qui me choque dans sa phrase, eh ben, ma démarche, c'est de me demander comment je peux construire avec cette personne. Peut-être qu'elle n'aura pas envie de construire avec moi, et ça, c'est une limite. Donc, je ne peux pas construire avec quelqu'un qui n'a pas envie. Mais je vais prendre au sérieux, et alors c'est un principe que j'applique, qui s'appelle le principe de charité. Je vais essayer d'accompagner la personne dans la formulation de la meilleure formulation, la meilleure formulation de son argument. Tiens, en fait, quelle serait la meilleure version de ta phrase, la phrase la plus recevable derrière ce que tu viens de me dire. Et sur cette base-là, on va peut-être pouvoir discuter, cheminer ensemble, et puis peut-être trouver non seulement des points qui vont nous mettre d'accord, mais aussi peut-être des pistes de solutions par rapport à des situations qui nous rassemblent et peut-être par rapport auxquelles on aurait besoin d'agir. Ça, c'est comprendre. Discerner, c'est faire la part des choses. Alors, c'est une démarche qui est assez similaire, mais que je relie aussi à la pragmatique du langage. La pragmatique du langage, donc c'est par rapport à la philo du langage, il y a trois manières de voir les choses. Il y a la sémantique, on analyse le sens des mots par rapport au monde. Il y a la syntaxique, on analyse le sens des mots dans le rapport entre eux, comment ils se structurent dans une phrase. Et puis, il y a la pragmatique, c'est le sens des mots par rapport aux gens, par rapport à l'usage que nous en faisons. Et c'est fort intéressant de se rendre compte qu'un mot peut être utilisé de différentes manières, peut vouloir dire plusieurs choses. En fait, les mots sont polysémiques et même lorsque nous investiguons
toutes les définitions dans le dictionnaire, eh bien, nous n'avons pas nécessairement la vision de ce que la personne en face de nous veut dire. Et ce genre de réflexion est par exemple très, très intéressante et pour moi très riche lorsque on interroge des phrases très complexes comme il y en a eu en 2015 par exemple lorsque des gens ont dit « je suis Charlie » ou « je ne suis pas Charlie ». Que veut dire je suis Charlie? Le problème, c'est quand on réduit cette phrase à une seule signification et on dit c'est celle-là la bonne et tous ceux qui n'adhèrent pas à cette phrase-là, eh ben en fait, ce sont des ennemis de je suis Charlie. Non, mais les personnes qui disent je suis Charlie le disent pour différentes raisons. Et d'ailleurs, même la première personne qui a lancé finalement cette tendance, elle a dit ça m'a échappé, moi, ça. L'ampleur de cette chose, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes et ce qu'il y ait une telle réappropriation de cette phrase que j'ai lancée, finalement, moi, par soutien aux victimes, suite au choc aussi que ça m'a fait. Et donc, voilà, dans ce genre de circonstances, je pense que ça vaut vraiment le coup d'analyser la pluralité des significations qu'il y a derrière un certain nombre de choses. Et puis, la dernière chose, c'est se rencontrer et dialoguer. Et je pense que derrière ça, il y a plein de concepts assez fondateurs. Il y a l'idée d'un concept de tolérance. On revient aussi avec l'idée que dans la rencontre, il faut être deux. Moi, je peux tendre la main pour serrer la main à l'autre. Si l'autre serre le poing, je ne vais pas pouvoir lui serrer la main. Donc, j'ai ma part et en même temps, je ne suis pas tout seul. Donc, c'est aussi se rendre compte que, et c'est pas à toi que je l'apprends, il y a cette question de danse, d'adaptation à l'autre, et donc, c'est quelque chose d'assez complexe dans la relation. Oui, effectivement, c'est en pleine résonance avec effectivement la pratique que je propose, à savoir c'est Aikido communication et Aikido. Effectivement, quand on est dans la rencontre, je pourrais dire simplement c'est bon, c'est pas bon, et on est dans la confrontation brutale et vraiment frontale, alors qu'en fin de compte, ce que tu appelles se comprendre, en fait, j'entends beaucoup d'empathie dans cette compréhension. C'est pas simplement une compréhension cognitive et rationnelle, c'est une empathie qui va de l'émotionnel à l'empathie cognitive, c'est-à-dire en fait bien comprendre profondément ce que la personne essaye d'exprimer et peut-être même de supposer des choses qui sont derrière et qu'on va peut-être questionner si on a l'occasion, si la personne tend sa main, effectivement. Oui. Par contre, et donc même en programmation neuro-linguistique, on appelle ça la deuxième position, c'est se mettre dans les chaussures de l'autre et se dire, mais qu'est-ce qui fait qu'une personne raisonnable, on suppose que la personne est raisonnable, puisse prononcer une phrase pareille qui, moi, dans ma position, me choque à un point parfois qui pourrait avoir tendance à me pousser dans mes retranchements moi-même, me sentant agressé dans mes certitudes, alors qu'en fin de compte, je suis convaincu, comme tout le monde d'ailleurs, que j'ai raison. Ça, c'est la... Mais justement, qui est fragilisé par rapport à cette humilité intellectuelle, qui est justement l'acceptation de la possibilité que mon point de vue ne soit pas le seul, le vrai et l'unique. Et ça, on arrive à ce moment-là à un thème qui fait que dans quelle mesure, de la même façon qu'on parle de gentillesse, la nuance n'est pas-elle simplement assimilée à de la faiblesse quand la polémique est assez dure, une position modérée, et de nouveau, tu vas venir, peut-être qu'on peut avoir une position nuancée mais qui ne soit pas modérée, mais en fait, de quelle manière faire que cette nuance puisse ne pas être vue comme de la faiblesse ou ou une préparation à céder comment peut-on tenir le cap avec cette nuance? J'aime beaucoup cette question, tu t'en doutes peut-être. En tout cas, je rebondis sur ce que tu as dit, effectivement, sur la seconde position et sur le fait de l'adaptation à l'autre. Effectivement, moi, c'est des choses que j'appelle aussi la décentration. Mais en tout cas, le fait, effectivement, de se dire, mon point de vue n'est pas absolu, je n'ai potentiellement pas raison sur à propos de quoi je m'exprime. Donc, cette humilité, c'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur également. Et
un des mots que je vois comme antonyme de la nuance, c'est le dogmatisme. C'est la posture de l'indiscutabilité. Le dogmatisme, pour moi, tient moins aux thèses défendues que à la posture dans laquelle je suis lorsque je défends ces thèses. C'est-à-dire que souvent, on associe le dogme aux religions. Mais en fait, je peux croire en Dieu, en quelque Dieu que ce soit d'ailleurs, et ne pas être dogmatique, dans le sens où c'est ma croyance et je le vis pour moi-même. Et en fait, je peux même en discuter et le remettre en doute. En revanche, il est possible aussi d'être dogmatique lorsque nous sommes athées. Si quelqu'un est athée, il peut très bien dire, mais non, c'est indiscutable, Dieu n'existe pas et je voudrais que tout le monde pense comme moi. Ça, c'est une attitude dogmatique. Et donc, effectivement, la nuance, pour moi, c'est un antonyme, c'est le contraire du dogmatisme. Alors, est-ce que ça veut dire que, du coup, tous les points de vue se valent et, du coup, on est dans une tiède modération, on est dans, OK, un peu tout le monde a raison et donc l'autre, je vais l'écouter jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il m'exprime finalement son point de vue et que sans doute je le rejoigne d'ailleurs. Alors ça, j'aurais tendance à dire non. Et c'est une tendance qui se veut quand même assez affirmée. C'est-à-dire que pour moi, il y a aussi des balises à la nuance. Une des balises de la nuance, c'est le principe de tolérance exprimé par Karl Popper, le paradoxe de la tolérance. C'est-à-dire que un des fondements de la tolérance au niveau collectif, c'est de ne pas tolérer l'intolérance. Parce que si on tolère l'intolérance, justement, l'intolérance, elle prend de la place. L'intolérance consiste à dire, c'est moi seul qui parle et les autres doivent se taire. Et donc, si je donne des tribunes à l'intolérance, eh bien, en gros, d'un point de vue purement pragmatique, la tolérance est reléguée aux oubliettes. La tolérance perd la lutte. Et donc, j'aurais envie de dire qu'il y a des balises qui font qu'à certains moments, il est possible non seulement d'écouter l'autre et en même temps d'affirmer ce que tu dis là, ce n'est pas tolérable. Alors, ce n'est pas tolérable peut-être sur le plan des faits, c'est-à-dire sur le plan de la logique, sur le plan de la description. En tout cas, je peux amener des affirmations qui sont étayées et en même temps, sur le plan de la morale. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est plus difficile à défendre, puisque on pourrait se dire, tiens, la nuance pourrait se situer, si pas dans le relativisme des faits, au moins dans le relativisme de la morale, et dire, j'ai pas une meilleure vision du bien que toi. Et là, en même temps, je me base sur une éthique dite minimale, qui est inspirée par Ruwen Augien, notamment, un philosophe français qui est décédé il y a peu de temps, et qui dit, en tout cas, ça rejoint quelques principes du droit, c'est à partir du moment où il y a une nuisance manifeste, à ce moment-là, il y a lieu de se positionner moralement et de dire c'est pas bien, en gros. Avec toutes les questions que ça peut occasionner, c'est-à-dire dans quelle mesure une nuisance peut être justifiée par le fait de dire on va vous éviter une nuisance supérieure. Donc, il y a bien sûr des questions morales qui se posent, c'est pas quelque chose d'absolu, mais disons qu'on a quand même des balises qui nous invitent à nous positionner à un moment donné, qui nous invitent donc à défendre parfois, de dire, oui, dans le moment, à partir du moment où il y a des nuisances structurelles par rapport à des minorités, par exemple, à partir du moment où moi-même peut-être je me retrouve en situation où on nuit à mon intégrité physique, morale, eh bien, peut-être qu'on touche aux limites du dialogue, aux limites de l'écoute, en tout cas, de la partie de l'écoute dans la rencontre. Et donc, il s'agit à un moment donné aussi d'affirmer des choses et parfois d'avoir recours à des méthodes qui sont peut-être moins dans l'accueil et plus dans l'affirmation et peut-être dans la force aussi. Ouais. Dans ce fameux conflit, si on veut éviter, comme j'avais dit tout à l'heure,
en aïkido, on n'est jamais contre la force parce que sinon, c'est uniquement le plus fort qui gagne. Ce qu'on va essayer, c'est des mouvements giratoires. On va utiliser la force et utiliser la force, ça entre en plein dans ton comprendre empathique, c'est-à-dire en fin de compte, se mettre bien dans la différence, voir la différence par après, mais d'abord la comprendre dans tout cet tenant et pas uniquement sur le plan de la structure de la phrase, par exemple, quand elle a été prononcée. Moi, je vois un petit peu là, si on reste au niveau symbolique, bon, dans une attaque corporelle, on va pouvoir faire le tout, bouger, se déplacer. Dans une conversation symbolique où uniquement les mots sont là, surtout à travers les écrans, par exemple, il y a deux formes, je dirais, pour sortir de cette direction où on est dans la confrontation. Le premier, c'est monter, c'est-à-dire, oui, mon point de vue est relatif et je vais l'exprimer avec nuance. Et peut-être que si toi, tu le dis autrement, on va peut-être s'entendre sur certains points. Donc, en fait, on monte et on parle de la conversation, ce qui permet éventuellement de la relativiser et de ne pas transformer cette confrontation d'idées par une confrontation de personnes quelque part. Donc, le premier niveau, ce serait monter dans ce sens. Et il me semble quand même que la nuance participe de ça. C'est-à-dire, en fin de compte, dire, tiens, si j'introduis de la nuance, c'est parce qu'il y a des ouvertures qui vont permettre ce dialogue que j'espère éventuellement. Puis après, une autre qui est en fait, si on prend la position qui pourrait être une position opposée, c'est si je suis dans le slogan, si je suis dans l'idée dogmatique, c'est-à-dire faiblement étayée, à partir du moment où les questions introduites par cette nuance venant de l'autre personne, puisqu'on est dans un dialogue, risquent quand même très fort de m'amener dans des mécanismes de survie en disant je m'identifie à cette idée, je ne peux pas l'étayer suffisamment et je suis vite déstabilisé à partir du moment où on introduit la nuance. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a une polarisation vers le bas où là, je descends dans le reptilien. Je vais commencer à marteler des slogans. Je vais commencer à avoir peut-être des propos plus agressifs. Tu vois ce que je veux dire? Je dirais que c'est un petit peu ça. Et je le sais pour l'avoir vécu en faisant différentes expériences, je dirais, sur les réseaux sociaux, c'est que si on voit qu'on questionne et qu'on fait la question qui véritablement ouvre une porte, elle génère une insécurité et on obtient à ce moment-là presque l'effet inverse que celui souhaité. Ce n'est pas une montée en parallèle ensemble vers cette nuance qui va favoriser l'échange, mais une polarisation en disant, puisque c'est comme ça, c'est tout, il n'y a pas moyen de parler avec toi, blablabla, etc. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui, alors la difficulté une difficulté dans la conversation, c'est que je ne connais pas, en tout cas, peut-être qu'il en existe, mais je n'en connais pas de recettes effectivement qui se permettent de pouvoir schématiser la conversation de manière linéaire avec un ensemble de causes et d'effets. Effectivement, pour une même question posée à différents interlocuteurs, je vais peut-être avoir deux types de réactions différentes. Alors, ce qui est certain, là, j'abonde dans le sens de ta première remarque, c'est-à-dire que effectivement, le fait de métacommuniquer, le fait de communiquer à propos de ce que nous sommes en train de vivre, c'est une démarche que j'associe plutôt à la nuance et qui permet parfois justement de favoriser une décentration par rapport à, tiens, cet affrontement que nous sommes en train de vivre, prenons un peu de la hauteur, regardons ce qui est en train de se passer et peut-être finalement que, tiens, nous avions raté cet angle qui était pourtant à côté de nous et par rapport auquel nous pouvons nous tourner ensemble et regarder les choses du même côté. Bon, j'essaie de reprendre la symbolique d'une certaine manière. Maintenant, ce que j'ai déjà éprouvé aussi, effectivement, moi j'ai tâché de pratiquer et d'appliquer quand même pas mal les choses que je développe dans l'ouvrage. Eh bien, c'est que parfois, ça peut cambrer la posture de l'autre. Et maintenant, j'ai tendance je dirais que la tendance, lorsque je suis dans un questionnement qui vise à vraiment comprendre ce que l'autre est en train de me dire, alors c'est peut-être moi qui vois que le verre à moitié plein, hein, mais à me dire, tiens, ça favorise quand même une rencontre. Statistiquement, c'est-à-dire que, tiens, des personnes par rapport auxquelles j'avais l'impression d'être en opposition frontale au début de la conversation,
désormais, nous arrivons à sortir un peu de cet affrontement, de cette opposition binaire pour parler ensemble des problématiques dont nous avons envie de discuter. Donc, c'est déjà arrivé. Maintenant, alors, la difficulté pour moi ici, c'est de m'expliquer qu'est-ce qui fait qu'avec d'autres personnes, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'en fait, elles n'ont pas du tout envie de remettre en question cette chose-là? Est-ce qu'elles me voient a priori comme un ennemi de leur cause? Parce que le simple fait d'en discuter, c'est nier que ça soit indiscutable. Donc, c'est pas agréable, effectivement. Donc, là, je ne sais pas, puisque en général, justement, c'est des personnes avec qui j'ai moins l'opportunité d'échanger. Toujours est-il que ce que je pense, c'est que de toute manière, c'est pas moi en une conversation qui vais changer les points de vue de tout le monde. Et puis, je n'ai peut-être pas envie de changer leur point de vue non plus. Donc, je crois que la nuance, c'est une affaire de pratique, d'habitude, et que peut-être, voilà, une hygiène du débat, une hygiène de la discussion. Et on peut discuter des termes. Hein. Par exemple, il y a Didier Pourquéry, eh bien, il préfère le terme de conversation à celui de dialogue. Et il dit, d'ailleurs, un passage de son livre que j'aime bien, il dit, le dialogue dans la philosophie, c'est Socrate qui parle aux sophistes et puis finalement les sophistes qui lui disent qu'il a raison. Enfin, Socrate qui interroge les sophistes et puis finalement les sophistes qui lui disent oui, tu as raison, Socrate. Donc, c'est quelque chose qui est peut-être moins dans la rencontre, selon Pourquéry, encore que la conversation. Donc, on pourrait parler de débat, de discussion et de conversation. Moi, ce sont des termes que je prends ici globalement comme synonyme avec l'idée que je parle bien du débat constructif, de la discussion constructive et de la conversation constructive. Donc, quelque chose qui est de l'ordre de nous échangeons ensemble sur une problématique commune. Nous ne sommes pas dans un affrontement, nous cherchons à nous comprendre et peut-être à solutionner des problématiques que nous avons en commun. C'est intéressant, je te montrerai plus tard la référence de cet auteur-là, parce que moi, je suis plutôt imprégné de la notion de dialogue au sens de David Bohm, qui a fait ces fameux dialogues de Bohm. Là, il utilise vraiment le sens étymologique, dialogos, se laisser traverser par les mots, c'est-à-dire véritablement. Et justement, moi, j'anime de temps en temps des petits ateliers de dialogue de Bohm, et en fait, on essaie de se laisser imprégner de la phrase et on réagit. C'est un travail de soi à soi sur quand j'entends cette phrase avec laquelle je suis absolument en désaccord fondamental, qu'est-ce que ça génère en moi comme processus interne, sans chercher ni à convaincre, ni à être convaincu, sans aucun objectif. C'est ça la grande difficulté, c'est sans aucun objectif, simplement être attentif à la résonance qu'une phrase en accord ou en désaccord pourrait avoir sur moi. Et cette idée, en fait, c'est effectivement d'élargir. Et pour avoir fait pas mal de tables de conversation sous la forme de dialogue, de Bohm, justement, on en ressort avec une perception élargie, en fait. Sans avoir changé, sans avoir cherché à changer, mais on a un univers plus nourri que simplement ma petite phrase ou simplement l'opposition à la phrase de l'autre, tout simplement. Et ça, je trouvais que c'était particulièrement intéressant parce que malgré tout, et tu le cites, tu cites Lakoff, etc., la métaphore dominante reste une métaphore qui induit toute une sorte de mode de pensée. Quand moi, j'entends dans débattre, j'entends battre. Ça, tu fais ce que tu veux. J'entends battre. Alors que dans dialogos, effectivement, quand j'en prends cette définition-là, et je ne parle pas au dialogue socratique où là, il y avait un effort différent de convaincre, etc. etc. Moi, je reste avec cette notion de dialogue. Donc, j'utilise beaucoup le terme dialogue. Conversation, il faudra que je cherche un petit peu la signification. J'entends con avec et verse, peut-être des alternances de côté, je ne sais pas trop. Mais je pense aussi que c'est deux choses. La première chose, c'est que est-ce que avoir le courage de faire face, surtout avec des personnes qu'on aime ou qu'on apprécie, de pouvoir faire face à un différent sur un plan
point de vue ou de position sur un sujet, et on le voit avec l'histoire de vaccins, etc., comme ça peut être hyper polarisé pour le moment. Alors, ou bien souvent, j'ai beaucoup posé des questions autour de moi, beaucoup se contentent simplement d'éluder le sujet parce qu'ils ne se sentent pas d'attaque pour faire face à maintenir la qualité relationnelle en même temps qu'aller dans le sens d'un peut-être simplement un constat de différence. Simplement le constat de différence et que chaque position dans laquelle je vais poser une question, même avec toute la nuance du monde, même aussi bien intentionnée qu'elle soit, si on arrive dans un climat polémique, toute tentative d'action peut être interprétée comme une prise de pouvoir. Tiens, je te vois venir avec ta nuance, tu essayes de me déstabiliser brique par brique, etc. Et moi, je me souviens pour avoir fait, et tu vas voir, tu me diras si ça va dans le sens de ton travail ou pas, j'avais travaillé à la demande de personnes sur le net, sur Twitter principalement, chaîne polémique, ou enfin réseau social polémique par excellence. Et ce qui avait souvent sauvé l'ami, c'est justement d'échapper à cette accusation de prise de pouvoir par la nuance en disant ne t'inquiète pas, je n'ai pas du tout l'intention de te faire changer d'avis. Je suis simplement curieux de savoir comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quel sens ça a pour toi. Et ça, souvent, ça a énormément rendu la possibilité. Pourquoi? Parce que même la nuance, je dirais, comme on dit, tout peut devenir une arme, hein, un couteau, comme une planche, comme une raquette de tennis. Et qu'effectivement, ici, la nuance, à mon avis, c'est une explication possible pour les cas où ça ne fonctionne pas quelque part, c'est qu'elle est considérée comme un outil, une stratégie de prise de pouvoir et donc de gagner, même si elle est en apparence tolérante. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je vais pas faire une réponse longue puisque pour moi, tu as développé quelque chose que je développe aussi. Moi, je botte un peu en touche, c'est-à-dire que pour sauver les belles lettres de la nuance, entre guillemets, j'ai tendance à dire que ça, c'est un dévoiement de la nuance, c'est-à-dire le fait d'utiliser la nuance pour gagner. La prétention à la nuance n'est pas forcément la nuance. Et j'ai tendance à dire aussi, du coup, qu'effectivement, ça fait partie du job dans la discussion, dans l'échange, de peut-être rassurer son interlocutrice ou son interlocuteur sur nos intentions et que l'intention, justement, d'une posture nuancée n'est pas d'avoir raison à tout prix, clairement. Et donc, ça m'est arrivé aussi, ça fait écho à ce que tu dis là, ça m'est arrivé aussi, et constater d'ailleurs que effectivement, ça a tendance à plus volontiers apaiser mon interlocutrice ou mon interlocuteur, de dire, en fait, non, je suis pas là pour te contredire, je suis là pour essayer de comprendre ce que tu dis là, vraiment. Et vraiment, c'était ce que je ressentais aussi. Alors, peut-être que ça aide dans la communication. Voilà. Pour revenir sur l'ouvrage de Pourquéry, il s'appelle Sauvons le débat, osons la nuance. Didier Pourquéry. Oui, et il est né un mois avant le mien. Donc, et j'ai eu l'occasion de le lire avant que le mien soit publié. Malheureusement, même si nos ouvrages se recoupent et en même temps sont complémentaires, du coup, je ne fais pas allusion à son ouvrage dans le mien, puisqu'il était déjà en phase de relecture et presque d'impression. Et en même temps, on a déjà pu échanger avec l'auteur sur les similitudes et peut-être les différences entre nos ouvrages. Donc, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a de la place pour les positions tranchées avec la nuance? Oui. Notamment, moi, comme je l'ai dit, par rapport à l'intolérance, il y a quelque chose qui moi m'interpelle beaucoup. Et donc, je pense que tant par rapport à des systèmes politiques que par rapport à des positions. En gros, par exemple, dire il est urgent d'agir pour le climat.
C'est une proposition qu'on pourrait qualifier de relativement radicale, de relativement tranchée. Ben, je ne pense pas que ce soit ne pas faire preuve de nuance. Il s'agit d'un certain discernement par rapport à un ensemble de faits, par rapport à des interpellations de scientifiques. Et donc, pourquoi pas dire ça? Le racisme est quelque chose par rapport auquel il faut lutter, par rapport auquel en tout cas, il y a besoin de mesures qui encadrent et qui peut-être interdisent un certain nombre de choses. En tout cas, des discriminations, des formes de violence. Ben, pour moi, alors maintenant sur le comment faire, sur le oui, mais est-ce qu'il faut emprisonner? Est-ce qu'il faut la peine de mort? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Ben là, pour moi, il y a matière beaucoup plus à discuter. Mais sur le fait de savoir est-ce que ce sont des nuisances par rapport auxquelles il y a lieu d'agir, ben, moi, je pense que oui. Et donc, ben, j'affirme ces choses-là. On peut en discuter. On peut en discuter. On peut voir, ben, tiens, qu'est-ce que tu veux dire derrière ce que tu affirmes là? Et c'est là que la nuance, pour moi, prend son sens. Et en même temps, et peut-être que j'en ressortirai avec une affirmation moins tranchée, mais en tout cas, ce que je veux montrer par ces exemples, c'est que c'est pas incompatible. Maintenant, comme j'aime à le dire aussi, tu parlais tout à l'heure des confrontations, par exemple, entre personnes pro-vaccin ou anti-vaccin. Et ben, c'est un thème qui me touche très fort, évidemment, puisque ben, je vois des personnes qui me sont proches, des gens de mon entourage, qui parfois se déchirent dans ce genre de discussions qui ressemblent plus à des suites de monologues, et donc qui ont des positions, et j'ai l'impression que même eux se font beaucoup de mal, ces personnes-là se font beaucoup de mal à elles-mêmes, parfois dans... Alors, ça, je me l'explique de deux manières. D'une part, peut-être justement par ce manque de rencontres, je pense qu'il y a une chose dans nos sociétés, tu parlais tout à l'heure d'accélération et je l'ai évoqué, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du morcellement social. Il y a vraiment quelque chose de, tiens, depuis la modernité jusqu'à nos jours, on est dans des sociétés où, enfin, l'individualisme, c'est pas un mythe, c'est observé sociologiquement. C'est le sentiment de solitude, il est observé sociologiquement. C'est quelque chose qui s'accroît dans nos sociétés. Avec cette pandémie, une chose que nous avons observée, c'est encore plus d'isolement. Encore plus d'isolement. Et les réseaux sociaux n'aident pas. Facebook, Twitter, tu l'évoquais tout à l'heure, sont pointés du doigt pour leurs algorithmes qui nous confortent encore plus dans nos sphères, dans un manque de remise en question, dans quelque chose qui est très brut, voire brutal, très émotionnel, très sensationnaliste, et où j'ai l'impression que je suis muselé quand je tiens une opinion et que je peux pas dire ce que je suis en train de dire et que personne, ceux qui ne pensent pas comme moi sont contre moi. Donc voilà, ce sont des dynamiques qui, pour moi, ont été exacerbées ces derniers temps, et pas seulement avec cette pandémie, mais voilà, la pandémie participe à quelque chose de plus large. Et donc, ça, pour moi, c'est quelque chose où je me dis, OK, il est peut-être important de refaire vraiment du lien et d'aller dans quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre. Et puis, peut-être pas, justement, alors peut-être que c'est quelque chose d'important, de peut-être pas commencer à se rencontrer sur les sujets qui fâchent, mais se rencontrer tout court. Et puis, se rendre compte que, tiens, au-delà de ce qui cristallise nos tensions actuellement, en fait, on a aussi beaucoup de points communs, on a aussi beaucoup de choses qui nous mettent d'accord, on a aussi beaucoup de choses qui nous touchent. Maintenant, c'est vrai que c'est un des défis, et moi je comprends très fort et je les rejoins beaucoup pour la plupart. Il y a plein de moments, moi, où j'ai envie de me protéger, de protéger ma santé physique, mentale, et donc où j'économise ces ressources qui sont les miennes et où je ne vais pas à la rencontre. Parce qu'effectivement, j'ai peur de ce que,
tiens, mes questions pourraient susciter chez l'autre et que je sais que ça pourrait être un travail, que ça va demander en tout cas de l'énergie. Euh, pour moi, du coup, l'importance de soigner la relation, je vais le faire par d'autres moyens. Je vais peut-être changer de sujet euh, pour justement soigner cette relation et peut-être pas faire valoir d'autres points de vue ou peut-être même pas essayer de comprendre ce qu'il y a derrière le point de vue de l'autre. Mhm. Oui, oui, tout à fait, hein, c'est tout à fait d'accord avec ça. Sauf s'il y a la question, comme tu l'as dit tout à l'heure, je dirais ça dépasse certaines choses dans lesquelles il y a un dommage qui est créé ou des choses, mais Mhm. c'est bien sûr très relatif et tout à fait discutable. Je voudrais encore Mhm. revenir avant d'arriver un peu à quelques conclusions sur, tu as cité tout à l'heure l'importance des mots, la polysémie, etc. Alors, juste pour introduire cette question, il y a une tendance, il y a quelques années en anglais, de rédiger une langue qui s'appelle e-prime, c'est-à-dire en fait une langue anglaise sans aucun usage du verbe être. Et le verbe être, donc en fait, à la place de dire la pomme est rouge, on dit la pomme a la couleur rouge, par exemple, tu vois. Mhm. Et pour éviter, pourquoi? Parce que le verbe être est définitivement quelque chose qui nous pousse à l'intransigeance. Si c'est Mhm. rouge, c'est pas bleu, quoi, je dirais. D'accord? Par contre, à la couleur bleue, on pourrait dire, tiens, à la couleur bleue, teinté d'un peu de rouge, et on commence à entrer dans un dialogue. Donc, non seulement, et là, on est dans, effectivement, comme tu avais dit, la notion syntaxique, puisque c'est l'usage du verbe être qui va cimenter la prise de position, qui Mhm. forcément va être pris dans la polysémie, c'est-à-dire dans un autre sens chez l'autre. Et donc, c'est le clash. Et alors, après, on peut commencer avec la nuance, mais il faudra que la nuance descende jusqu'au niveau du mot, ou peut-être de la proposition déjà, mais au niveau du mot, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce verbe être tend à supprimer cette nuance. Mhm. Alors, alors d'abord, tu m'apprends des choses, hein. C'est une des choses que je ne connaissais pas là pour le moment, donc je vais aller me renseigner après notre entretien. C'est dans, Euh, c'est dans ce qu'on appelle la sémantique générale. Sémantique générale, hmm. je te donnerai des références un peu plus tard et je les mettrai Ah peut-être oui. dans la description. Ah bah oui, ça m'intéresse. En tout cas, ce que tu dis, ça fait écho très fort à quelque chose que je développe dans l'ouvrage. Alors, c'est moi qui fais une interprétation, hein, mais en tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de controverses qui sont liées à la question de l'identité, l'essentialisation. Et donc, le fait de soi-même ou de mettre les autres de se mettre soi ou de mettre les autres dans des catégories, le fait de dire une chose est comme ceci, est comme cela, tu es comme ceci, je suis comme cela, eh bien, ça participe à mettre les choses et à en faire des questions qui sont très identitaires. Et tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. On est pour ou on est contre. Et donc, comme si être pour ou contre, ça faisait partie de mon identité, comme si ça me définissait en tant que personne. Je suis pour. Et donc ça, c'est vrai que ben voilà, ce que tu évoques là, je trouve que ça vaudrait le coup d'investiguer ce genre de réflexion parce que justement, je pense que ça cristallise beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions pourraient être peut-être aplanies dès lors que on, on pourrait dépasser cette composante identitaire, se dire, nous pouvons continuer à former un nous pouvons continuer à former un groupe indépendamment de ce désaccord, par exemple, indépendamment de cette prise de position différente, indépendamment de quelque chose, quelques caractéristiques. Par exemple, je suis brun de cheveux, je suis un homme, qui pourrait contribuer à me définir à tes yeux. Donc ça, je trouve que c'est effectivement assez riche, assez intéressant comme perspective, comme ça, à chaud. Pour y ajouter encore une notion, parce que moi, j'ai beaucoup lutté avec cette histoire de verbe être, et à la fois, je trouve que ça a tellement de pertinence. Quand tu dis je suis pour, c'est exceptionnel comme phrase. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour relate une opinion, et puis je suis.
C'est Je ça, suis ce c'est pour, en ça. fait. Pas moins, pas plus. Et j'ajouterai ça avec une autre nuance qui va peut-être aussi t'intéresser, peut-être que tu connais, c'est ça en fait la théorie des prototypes de Eleanor Roche et qui parle que quand on est dans une case, il y a une case qui est plus centrale et une qui est plus périphérique. Par exemple, si je te demande d'imaginer un oiseau, oui, tu imagines, il y a peu de chances que tu as pensé ni à une autruche, ni à un pingouin. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des concepts qui sont au centre de la catégorie des prototypes. Hmm. Donc, en fin de compte, quand on dit je suis pour, je suis contre, est-ce que je suis dans le nucléus ou est-ce que je suis dans la périphérie? Donc, on Oui. introduit dans ce être, dans la catégorie, une nouvelle nuance intéressante et largement sous-estimée qui permet de dire, tiens, oui, je suis pour, mais pas d'une manière extrême ou pas d'une manière significative ou peut-être Mhm. probablement pas comme toi. Mhm. Et peut-être que je suis autant contre que toi, tu es pour, parce que nous sommes tous les deux en périphérie quelque part. Tu vois, Oui, oui, oui. et ça, c'est une nuance, c'est purement sémantique ou syntaxique, si tu préfères, mais où, en fin de compte, dans mon propos même, j'introduis la relativité et ce qui me permet de pouvoir prononcer des phrases assez basiques, je suis Mhm. contre, et dire, mais n'oublie pas la théorie des prototypes, et peut-être que je suis un contre de périphérie ou un contre de centre. C'est ça. Et c'est une question. Alors, euh, c'est ce que je catégorise, moi, dans mon livre, dans la partie sur le discernement. C'est une question que j'aime bien poser, c'est dans quelle mesure? C'est Mm. tiens, je suis pour ou je suis contre, mais dans quelle mesure? Qu'est-ce que ça veut dire? Et, et est-ce que finalement, on pourrait pas mettre justement une valence à ce fait d'être pour ou contre, clairement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En guise un peu de conclusion, si tu trouves vraiment que la nuance mériterait d'être soit réintroduite, mais soyons plus optimistes, un peu amplifiée, mise Oui. en évidence, et que tu devais devenir un apôtre pour utiliser des références ou un activiste pour réintroduire cette nuance dans nos sociétés, dans les médias, etc., que ferais-tu? Alors, un apôtre, j'aurais peur du dogmatisme. Euh, alors, blague à part, donc là, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée aussi, puisqu'il va être question d'en faire, de communiquer à propos de ce livre, et donc notamment peut-être d'être un peu invité sur des plateaux ou d'en discuter Mhm. avec des journalistes ou que sais-je. Et, euh, Et je pense qu'il y a une hygiène à s'imposer et qui peut-être va me fermer des portes. C'est-à-dire, alors, loin de moi la prétention de me comparer à Pierre Bourdieu, mais je me souviens de Pierre Bourdieu qui disait, ben, moi, je ne vais sur les plateaux télé que lorsque j'ai quelque chose d'intéressant à dire et que j'ai la place pour le dire. Euh, alors, il n'allait pas beaucoup sur les plateaux télé, dans les faits, Pierre Bourdieu. Mais je pense que si... alors, voilà, l'attention, c'est du coup... Le problème, c'est que si, faisant comme un Bourdieu, ben, je ne me rends pas sur les plateaux télé, je laisse la place à d'autres qui, eux, vont peut-être pas se faire les porte-parole d'une vision plus nuancée. Donc, il y a vraiment quelque chose à réfléchir, justement, encore une fois, sur l'énergie, sur l'économie du débat, sur, tiens, est-ce que je peux pas aller défendre la nuance d'une manière qui soit peut-être moins nuancée que ce que je voudrais. Euh, donc ça, c'est des questions qui sont en cours, mais je sais par exemple que je vais me lancer peut-être dans des débats en posant certaines conditions. Et notamment, je l'ai fait d'ailleurs très, très récemment. Tiens, OK, vous voulez m'interviewer. Est-ce que vous seriez d'accord? Après, la personne est libre de me dire non. Est-ce que vous seriez d'accord de m'envoyer vos questions à l'avance? Parce que, en fait, si vous m'envoyez, si vous me donnez vos questions à chaud, bon, j'aurai peut-être pas l'occasion d'y réfléchir. Je vais peut-être dire des bêtises. Peut-être que du coup, ben, vous allez retenir une bêtise de notre entretien. Ben voilà, moi, vous m'interviewez pour un point de vue spécifique sur le truc. J'ai envie que ce point de vue soit documenté. Donc, j'argumente en faveur, ben, finalement, de petites mesures, peut-être, qui, à mon échelle, peuvent faire que ma prise de parole
des notes d'un système où on va vite et où on demande à l'expert attitré. Alors ça, c'est quelque chose que je veux surtout pas être. C'est un expert attitré des polémiques. Julien Lecomte, qu'est-ce que tu penses de telle polémique là en vogue? Dis qui a raison entre les pour et les contre. Certainement pas. Certainement pas. Donc ça, je sais que ça va être une de mes limites. Maintenant, clairement, ce que j'espère, c'est il pourra y avoir aussi que ce livre, en fait, va permettre de développer des espaces un peu comme le tien, hein, d'ailleurs, où on prend le temps de discuter, de réfléchir au sens des mots, de partager avec une audience spécifique et, où voilà, maintenant. Je me pose parfois la question, hein, tiens, est-ce que dans un dispositif où il n'y a pas cette place, est-ce que parfois ça vaut pas le coup de faire le méta, hein, et donc d'aller dans quelque chose, d'y aller et puis de dire, non, mais vous vous rendez compte qu'en fait, là, vous me demandez de répondre en 20 secondes sur une problématique complexe. Et donc, je ne pourrais pas développer un point de vue nuancé. Vous m'invitez pour mon ouvrage sur la nuance. En fait, moi, c'est ce que je peux vous répondre. Donc voilà, ma réponse, elle est déjà prête. Maintenant, c'est un peu dommage. On préférera peut-être un avis bien tranché qui va donner de l'eau au moulin ou bien qui va alimenter le feu de la polémique. Et en même temps, voilà, je pense que déjà dire ça, c'est peut-être favoriser une remise en question. Et je pense que voilà, chez pas mal d'acteurs et d'actrices, hein, il y a cette remise en question, que parfois il y a des difficultés à pouvoir la mettre en œuvre, il y a de la frilosité. On se dit, oui, le problème, c'est que les gens, ils en redemandent. On invite un polémiste au JT en prime time, ça fait de l'audience. Donc, oui, mais si demain on arrête de le faire, et si on prend quelqu'un qui va parler pendant 20 minutes sur antenne, est-ce que ça va pas être chiant? Oui, je les comprends, moi, les gens qui se posent cette question-là. Peut-être que c'est un pari risqué, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant. C'est vrai, tout à fait. Bon, donc, on peut prendre position pour la nuance, mais avec nuance, parce que sinon, on risque ou bien de jeter l'eau avec le bébé ou le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire, en fin de compte, je ne réponds à aucune question parce que je n'ai pas le temps d'exprimer ma nuance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on n'en parle pas. Et donc, oui, peut-être qu'il faudra encore inventer quelques formules qui vont bien percuter, qui vont permettre d'avoir ces réponses, qui vont au moins susciter l'attention et l'intérêt des gens, dire, oh, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose de différent à entendre ici. Ça m'intéresserait quand même. Peut-être que ça va prendre du temps, mais je suis prêt à le prendre. Et si pas, c'est pas grave. Je suis en train de le podcaster, je le regarderai et j'accélérerai le possible. Et c'est bon comme ça. D'ailleurs, c'est le cas avec les podcasts qui sont justement un espace, la plupart du temps, très, très allongé en termes d'échelle de temps et qui donne l'occasion de l'écouter en une fois et demie, si on veut, en termes de vitesse, de skipper ou de s'en délecter si ça apporte quelque chose. Quoi. Tout à fait. Il y a un retour des formats longs. Il y a un retour des formats longs. Il y a une demande pour ça. Et donc, alors peut-être qu'en plus, je peux le faire en faisant autre chose, hein, en regardant une série sur le côté, en mangeant un sandwich ou que sais-je. Donc, l'attention n'est peut-être pas à son apogée. Et en même temps, justement, dans un climat où quand même il y a une défiance qui est quand même assez prononcée par rapport aux médias traditionnels, où on se rend compte aussi que des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter génèrent un certain mal-être, une certaine tension, eh bien, je crois que vraiment, il y a un créneau à prendre et que voilà. Alors, que peut-être en plus, voilà, des formats plus courts ou plus sensationnalistes, plus clash sur le court terme. Oui, ça fait vendre du papier, ça fait vendre de l'audience, etc. Mais à moyen terme, voilà, on est quand même dans des situations où en France, il y a des journalistes qui se font caillasser en manifestation. Donc, la confiance, ça se perd vite, ça se récupère moins facilement. On est quand même dans des problématiques qui nécessite de prendre un peu de hauteur, je pense. Voilà une très jolie phrase pour terminer cet entretien. Je sais que, en tout cas, si je m'écoutais, on est parti pour des heures, mais je ne pense pas que le support, malgré tout, le permettrait, ni la lassitude, ni nos occupations mutuelles.
Donc, merci beaucoup, Julien, pour ce livre à venir, hein, donc, dont on attend avec impatience la naissance ou l'accouchement. Hein. C'est un exemplaire de test, ça, j'imagine. C'est une lecture de Ah ben lecture. non, alors il paraît le 6 janvier 2022, mais effectivement, moi, en tant qu'auteur, en primeur, j'ai reçu 10 exemplaires. Et voilà, il sera comme ça, il est beau, il est vert, il s'appelle Nuance, la puissance du dialogue. Super, je mettrai une image encore plus claire sur la vidéo en début et en fin. Merci beaucoup d'avoir accepté cette Merci beaucoup à invitation. toi. C'était un grand plaisir d'échanger sur un sujet qui Partagé. nous passionne manifestement. Donc, on va se forcer sans nuance à arrêter cet échange et je suis impatient de lire ça dans le détail. Peut-être qu'on y reviendra une autre fois pour voir comment tu auras développé ta stratégie sur la nuance, sur la mise en place et la diffusion de ce concept de nuance. Ça pourrait être un sujet intéressant. Ça va. Eh ben, Merci merci beaucoup, à beaucoup encore à bientôt. toi et à tes auditeurs et auditrices. Ça va, merci beaucoup. À bientôt. Ciao. À bientôt.